une salle souterraine bardée d'écrans lumineux, des cartes numériques qui se mettent à jour seconde après seconde, et des officiers penchés sur des consoles au fond d'un bunker climatisé perdu dans le désert qatari. C'est ici que se trouve le centre nerveux des opérations militaires américaines au Moyen-Orient. Et c'est précisément cet endroit que des missiles venus d'Iran, une salle souterraine bardée d'écrans lumineux, des cartes numériques qui se mettent à jour seconde après seconde, et des officiers penchés sur des consoles au fond d'un bunker climatisé perdu dans le désert qatari. C'est ici que se trouve le centre nerveux des opérations militaires américaines au Moyen-Orient. Et c'est précisément cet endroit que des missiles venus d'Iran viennent de viser. Dans les minutes qui suivent, vous n'allez pas entendre une simple réflexion stratégique ou un débat d'experts. Ce qui va être raconté est le récit concret d'un conflit qui se déploie en temps réel sous vos yeux. Une guerre qui commence à embraser la région et dont personne, pour l'instant, n'ose prédire l'issue. 3 mars. Doha, capitale du Qatar. Le ministère qatari de la Défense publie un communiqué qui semble presque irréel. 2 missiles balistiques tirés depuis l'Iran ont pris pour cible la base aérienne d'Al-Udeid, située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. Les systèmes de défense antimissiles ont réussi à intercepter l'un des projectiles. Le second, en revanche, a atteint l'enceinte de la base. Pour le moment, aucune perte humaine n'est signalée. Les autorités restent silencieuses concernant l'ampleur des dégâts matériels. Le gouvernement demande à la population de garder son calme et de ne pas se laisser emporter par les rumeurs qui circulent déjà. Mais derrière les mots mesurés de communiqué officiel, les analystes militaires comprennent immédiatement la portée de ce qui vient de se produire. Car Al-Udeid n'est pas une installation quelconque. Il s'agit tout simplement de la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient. En temps normal, près de 10 000 soldats américains y sont stationnés. On y trouve également le Combined Air Operations Center, l'installation qui coordonne l'ensemble des opérations aériennes américaines sur une immense zone allant de la Syrie à l'Afghanistan jusqu'aux eaux de la mer d'Arabie. En d'autres termes, c'est depuis ces salles remplies d'écrans que partent virtuellement les ordres de frappe aérienne américains sur plusieurs milliers de kilomètres. Et ce n'est pas tout. Al-Udeid abrite aussi le quartier général avancé du CENTCOM, le commandement central des États-Unis. Une structure créée en 1983 pour projeter la puissance militaire américaine dans une région considérée comme stratégique depuis la guerre du Golfe. Autrement dit, ce qui a été frappé n'est pas simplement une base. C'est l'un des centres de commandement les plus importants de toute la présence militaire américaine dans la région. En frappant Al-Udeid, l'Iran n'a pas ciblé une caserne. Il a visé le cerveau opérationnel de la machine de guerre américaine. Mais la frappe balistique n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans le même communiqué, Doha révèle avoir démantelé 2 cellules d'espionnage directement liées aux gardiens de la révolution iranienne, l'IRGC. 10 suspects ont été arrêtés après une surveillance étroite des services de renseignement qataris. 7 d'entre eux avaient pour mission de collecter des informations sur les infrastructures militaires et stratégiques du pays. Les 3 autres avaient des ordres plus sinistres encore: préparer des opérations de sabotage sur le sol qatari. Lors de leurs interrogatoires, tous ont reconnu leur lien avec l'IRGC et confirmé avoir reçu des instructions directes pour espionner et déstabiliser l'un des pays les plus riches et les plus exposés du Golfe. Cette révélation change la lecture de toute la situation. L'Iran ne se battait pas seulement avec des missiles. Il avait infiltré le pays hôte du quartier général américain. Il cartographiait ses cibles. Il préparait le terrain. La frappe du 3 mars n'était pas une réaction impulsive, c'était une opération planifiée, documentée, préparée de longue date. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué au-dessus de Doha, voici les chiffres bruts communiqués par le ministère qatari de la Défense depuis le début des attaques iraniennes. 5 missiles balistiques, 3 missiles de croisière, 39 drones kamikazes dirigés vers l'espace aérien qatari. Tous les missiles ont été interceptés. 24 des drones ont été abattus, mais certains sont passés. Ces chiffres donnent le vertige. Ils signifient que le Qatar, un pays grand comme la Corse avec moins de 400 000 nationaux, a subi l'une des plus intenses campagnes de bombardement de son histoire en quelques jours seulement. Sa survie tient à la performance de systèmes de défense antimissiles parmi les plus sophistiqués du monde, dont le Patriot PAC-3 et le THAAD déployé par les Américains. Si l'un de ces systèmes avait flanché, le bilan aurait pu être catastrophique. Le 4e jour de l'opération, dans une salle de presse militaire, l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, s'avance face aux caméras, costume d'amiral, étoile sur les épaules,
regard d'acier. Il annonce le nom officiel de l'opération. Opération Epic Fury. Et ce qu'il dit pendant les minutes qui suivent est proprement stupéfiant. 50 000 soldats américains engagés, 200 avions de combat, 2 groupes de porte-avions, des bombardiers stratégiques et des capacités supplémentaires en route. Il qualifie ce déploiement de plus grande concentration de forces américaines au Moyen-Orient depuis une génération. Pour situer l'échelle, lors de l'opération Desert Storm en 1991, les USA avaient déployé 500 000 soldats sur plusieurs mois. Ici, en moins de 4 jours, ils ont mobilisé une frappe d'une densité inégalée depuis les bombardements de Bagdad en 2003. Cooper précise lui-même que les premières 24 heures d'Epic Fury ont représenté le double de l'intensité des frappes Shock and Awe de 2003. En moins de 100 heures, 2000 cibles frappées, plus de 2000 munitions utilisées. Parmi les déclarations d'Amiral Cooper, une phrase résume à elle seule la brutalité de l'affrontement naval. Nous coulons la marine iranienne, l'intégralité de la marine iranienne. Des navires iraniens ont été détruits, dont le sous-marin le plus opérationnel de la flotte iranienne, qui a maintenant un trou dans le flanc, dit Cooper avec un calme qui glace le sang. Il n'y a plus un seul navire iranien en mouvement dans le golfe Arabique, le détroit d'Ormuz ou le golfe d'Oman. Pour replacer cela en contexte, la marine iranienne avait été construite pendant des décennies précisément pour fermer le détroit d'Ormuz en cas de conflit, ce verrou géographique par lequel transitent 20% des approvisionnements pétroliers mondiaux. C'était la menace ultime de Téhéran contre l'économie mondiale. Cette menace vient d'être neutralisée en quelques jours. Sur le plan technologique, cette guerre marque plusieurs premières historiques. Les bombardiers furtifs B-2 Spirit, capables de pénétrer des défenses aériennes parmi les plus denses du monde sans être détectés, ont mené des frappes chirurgicales contre des installations de missiles au cœur du territoire iranien. Dans leur sillage, des B-52 Stratofortress, ces mastodontes de l'aviation américaine en service depuis les années 1950, ont pilonné des postes de commandement et des lanceurs de missiles balistiques. Mais la vraie surprise vient d'une autre arme. Pour la première fois dans l'histoire militaire américaine, l'armée de terre a utilisé en combat réel les missiles PRSM, Precision Strike Missile, une nouvelle génération de missiles de précision longue portée capables de frapper des cibles à plus de 500 km. Il remplace l'Atacms, l'arme qui a fait les titres lors du conflit ukrainien, une arme de nouvelle génération testée pour la première fois sous les feux de la guerre réelle. Et enfin, la Task Force Scorpion Strike, une unité de drones américains constituée spécialement pour ce conflit, a lancé des vagues de drones de type One-Way Attack, des drones kamikazes qui ne reviennent pas. Cooper, avec une ironie à peine voilée, note que ces drones sont inspirés des designs iraniens, pris, améliorés et retournés contre leurs concepteurs. Pendant ce temps, Téhéran n'est pas resté les bras croisés. Depuis le début des frappes américano-israéliennes qui ont coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989, et à près de 800 personnes, l'Iran a répondu avec une intensité qui défie l'imagination. Plus de 100 missiles balistiques et plus de 2000 drones lancés vers Israël, les bases américaines dans le Golfe et les alliés régionaux. Cooper est direct sur un point. L'Iran vise délibérément des civils. Les preuves sont claires et accablantes, dit-il. Mais il ajoute quelque chose de crucial. La capacité de frappe iranienne décline. Les lanceurs mobiles de missiles balistiques, les plus difficiles à détruire car ils bougent, sont en cours d'élimination un par un. Les défenses aériennes iraniennes ont été sévèrement dégradées et la puissance de feu américaine, elle, continue de s'accroître. Sa conclusion est celle d'un homme sûr de lui. Nous avons de l'avance sur notre plan opérationnel. Voilà où nous en sommes. 4 jours, 2000 cibles, une marine coulée, un quartier général frappé, des espions arrêtés, des villes sous les missiles et un conflit qui s'étend de Doha à Téhéran en passant par le fond des mers. L'amiral Cooper a dit une phrase qui restera. Nous n'avons que commencé. De l'autre côté, l'Iran a dit « Nous nous sommes préparés à une guerre longue ». 2 puissances qui affirment simultanément n'être qu'au début de quelque chose. Ce quelque chose, personne ne sait encore ce qu'il sera, mais il va redessiner le Moyen-Orient.